Voici la correction des exercices de métrologie qu'on n'a pas eu le temps de corriger en TD et correction à laquelle vous avez accès si vous avez fait mon test sur Moodle. Donc je vais corriger en expliquant ou en détaillant et peut-être en revenant sur certains points qui vous ont posé souci. Alors d'abord, le premier exercice, c'est un exercice à la diapo 9 concernant les chiffres significatifs. Bon, à chaque fois, je ne vais pas revenir sur le cours, vous pouvez regarder le cours. Ici, le but est d'écrire un résultat avec le nombre correct de chiffres significatifs en fonction des données du problème. Donc on veut préparer une solution de soude, on veut en préparer 100 ml. Pour ça, on prélève une certaine masse et on a aussi la masse molaire de la soude. On cherche la concentration, donc la concentration, c'est la masse sur la masse molaire fois le volume, et puis il suffit de faire le calcul. Ça fait 0,0652 sur 39,997 fois le volume. Alors attention, le volume, il vaut mieux le mettre en litres, donc en litres, 100 000 litres, en litres, ça fait 0,1 litre. Et si vous faites ce calcul, il faut réfléchir au nombre de chiffres significatifs qu'il faut laisser. Alors, ici, il y a 3 chiffres significatifs, puisque je vous rappelle que les chiffres significatifs, ce sont tous les chiffres excepté les zéros qui sont à gauche. Donc il y en a 1, 2, 3. Ici, sur la donnée masse molaire, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Puis ici, sur le volume, alors là, attention, parce que si on regarde la donnée, il y a 100,00. Pourquoi? Parce qu'une fiole, c'est quelque chose qui est en fait très précis. Et quand on lit en volume de 100 ml, c'est 100,00 ml. Ce qui veut dire que ici, si je veux respecter les données sur la précision, je suis obligé de mettre ces zéros qui sont significatifs. Ce qui veut dire que ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 chiffres significatifs, si je ne me trompe pas. Non, j'en ai mis un en trop. Il y a 5 chiffres significatifs. Là, il y en a 5, là, il y en a 5, là, il y en a 3. Donc, ça veut dire que lorsque je fais le calcul, je dois laisser au résultat 3 chiffres significatifs, le même nombre de chiffres significatifs que la donnée qui en a le moins. Et alors, si on calcule, ça fait 0,0163. 163 moins par litre. 1, 2, 3 chiffres significatifs, les zéros qui sont à gauche ici ne comptent pas. Voilà pour le premier exercice. Deuxième exercice, à la diapo numéro 10, c'est un exercice d'analyse dimensionnelle. Je vous ai expliqué en cours qu'une relation physique ne peut être juste que si elle est homogène, ce qui veut dire que lorsque vous avez une égalité, le membre de gauche et le membre de droite doivent forcément avoir la même dimension, ils doivent représenter la même grandeur, et donc ils doivent avoir, ou le résultat numérique doit avoir la même unité. Or, très souvent, quand vous utilisez une relation, vous ne savez plus s'il faut multiplier ou diviser telle ou telle grandeur, et donc vous y allez un peu au pif. Plutôt que d'y aller au pif, il vaut mieux faire très rapidement une analyse dimensionnelle au brouillon. Alors ici, c'est en fait le même exemple. On veut préparer une solution de soude. Pour ça, si on veut préparer cette solution de soude, il faut aller peser une certaine masse qu'on met dans la fiole, puis on met de l'eau, on dissout, on agite et la solution est prête. Donc le but du jeu, c'est de savoir quelle est la masse à prélever. Donc comment est-ce qu'on relie concentration, volume et masse molaire? Ce que l'on a fait en fait dans cet exercice. Mais si vous ne savez plus comment on fait, alors vous pouvez faire une analyse dimensionnelle. Une analyse dimensionnelle, vous préférez faire une analyse dimensionnelle avec les unités, donc je vais faire avec les unités, ce sera plus simple. Pour ça, vous pouvez vous dire que la masse doit être en grammes. La concentration, elle est en mol par litre. La masse molaire est en grammes par mol. Et qu'est-ce qu'il nous manque? Le volume. Il est en litres. Bon, bien sûr, il faut connaître les unités de ces différentes grandeurs. Et nous, ce que l'on cherche, c'est M, c'est-à-dire la masse à prélever. Or, vous ne savez plus comment il faut faire. Alors, je vous donne 3 propositions
Et le but, c'est de montrer que, pour l'une des propositions, le membre de droite, il est bien homogène à une masse. Alors, la première proposition que je vous fais, c'est C sur MV. Quelle est la dimension de cette relation, ou autrement dit, quelle est son unité? Pour faire une analyse dimensionnelle, eh bien, vous pouvez remarquer que la concentration, elle est en mol par litre. Donc, en fait, ça, c'est des mols par litre sur une masse molaire, donc sur des grammes par mol, fois un volume, donc fois des litres. Et évidemment, on ne va pas laisser ça sous forme de fraction. Vous pouvez, ce qui est au dénominateur, vous pouvez l'envoyer au numérateur, mais si vous l'envoyez au numérateur, vous savez que vous inversez les exposants. Donc, on a des mols, litres moins 1, ça ne change pas, fois des grammes, mais on a des grammes au dénominateur, s'ils passent au numérateur, ça devient des grammes moins 1, fois des mols moins 1, mais s'ils passent en haut, ça devient des mols, fois des litres qui sont au numérateur et qui passent en haut, donc ça devient des litres moins 1. Les litres au dénominateur, pardon. Et ensuite, vous pouvez rassembler les unités ensemble, et donc il reste mol, mol et mol au carré. Gramme moins 1, ça ne change pas. Litre moins 1, litre moins 1, ça fait litre moins 2. Ce qui veut dire que ce truc-là a comme unité des mol au carré, gramme moins 1, litre moins 1. Ce n'est pas des grammes. Puisque ce n'est pas des grammes, ça veut dire que ça ne peut pas être cette relation qui permet de calculer une masse. Donc ça, c'est faux. Vous pouvez faire la même chose, et ça je vous laisse. Vous pouvez faire la même chose avec les deux autres membres de l'exercice, les deux autres propositions, et vous verrez qu'en fait la bonne proposition, c'est la troisième. Donc quand vous ne savez pas s'il faut multiplier ou diviser, faites une analyse dimensionnelle. Ce que vous pouvez faire par exemple très souvent aussi, alors d'ailleurs je l'ai déjà eu sur le TP, avec par exemple les masses volumiques. Rho, une masse volumique, c'est par exemple en grammes par litre. Vous avez un volume qui est en litres et la masse est en grammes. Et puis des fois, j'en ai qui me disent, bien Rho, ah oui, c'est quoi déjà? Oui, c'est M fois V. Si vous faites M fois V, ça c'est des grammes, ça c'est des litres. Ça veut dire que ce truc-là, c'est des grammes litres, alors que ça, c'est des grammes litres moins 1. C'est pas possible. Si vous faites une analyse dimensionnelle, vous voyez directement que ρ, c'est M sur V. Ça va très vite et ça peut vous éviter beaucoup d'erreurs. Donc, prenez l'habitude, quand vous n'êtes pas sûr d'une relation, de faire une analyse dimensionnelle. Ensuite, exercice 3. Exercice 3, alors diapo 26. Alors ici, on est sur la partie incertitude, et puis je vous ai dans les diapos 23 et 24 donné deux relations qui permettent de calculer des écarts relatifs. Mais attention, ces deux relations sont différentes parce qu'elles ne permettent pas de calculer l'écart relatif par rapport à la même chose. Je vous rappelle, écart relatif, relatif par rapport. D'abord, diapo 23, donc exercice 3. Dans cet exercice, je vous dis que on veut comparer des valeurs expérimentales à une valeur supposée juste. Ici, on a des masses volumiques, on a mesuré la masse volumique de l'eau de mer, de l'océan Atlantique, de la mer Morte. On a les valeurs moyennes et on veut comparer notre mesure à la valeur moyenne. Pour ça, on calcule un écart relatif. Et alors, ici, ce que vous pouvez voir, c'est que l'écart relatif, eh bien, c'est l'écart, donc la différence entre la valeur de référence et la valeur expérimentale, relatif par rapport à la valeur qu'on suppose juste et vraie, c'est-à-dire la valeur de référence que j'ai notée dans le cours tabulé. Alors, si on fait, ça c'est l'exercice, on a dit 3, si on fait ce calcul pour l'eau de l'océan Atlantique,
Eh bien, la valeur tabulée, c'est 1,029 kg par litre, moins la valeur expérimentale 1,019, on peut faire ça en valeur absolue, sur la valeur de référence, c'est-à-dire 1,029 fois 100, si on veut le pourcentage. Et donc on trouve un écart relatif. Alors si vous faites le calcul et qu'on arrondit avec un chiffre après la virgule, on trouve 1,0%, donc 1%. Si vous faites le même calcul, mais cette fois-ci avec l'eau pour la mer morte, alors ici, ça fait 1,240 moins 1,230 sur la valeur de référence, c'est 1,240 fois ça. Et ici, si on arrondit avec un chiffre après la virgule, on trouve, si je ne me trompe pas, 0,8%. Alors, quelle est la valeur la plus juste? C'est celle pour laquelle l'écart relatif est le plus faible, donc, hop, c'est celle-là. Ça, c'est quand on compare une valeur expérimentale à une valeur de référence. J'ai fait une erreur ici, c'est pas... Si, c'était ça. On calcule une valeur expérimentale à une valeur de référence. Donc au dénominateur, c'est la valeur de référence. Vous allez pouvoir utiliser ensuite cette notion d'écart lorsque vous allez faire un prélèvement en chimie, par exemple, pour préparer une solution à partir d'une certaine masse à prélever. Comme je vous l'ai dit plusieurs fois en chimie, on va vous dire, eh bien, allez prélever telle masse que vous mettez dans une fiole de je ne sais pas combien de millilitres et puis vous complétez au trait de jauge pour préparer votre solution. Sauf qu'en fait, vous allez voir, les balances que l'on utilise en chimie sont des balances de précision au dixième de milligramme et donc on n'arrive jamais exactement à prélever la bonne masse. Donc, il faut essayer de prélever le plus proche possible de ce que l'on souhaite, mais le mieux c'est d'avoir à l'avance un encadrement, c'est-à-dire un intervalle de prélèvement dans lequel on sait que eh bien, pour la suite, ce sera correct. Ça, c'est l'objet de l'exercice 4. On veut par exemple prélever 0,38 g de permanganate de potassium, KMnO4. Or, on ne va jamais prélever pile 0,38, mais on voudrait prélever à plus ou moins 1%. Donc, il suffit de calculer l'intervalle de prélèvement. 1% de 0,38 g, ça fait 0,0038 g. Et donc, si on veut prélever 0,38 g à plus ou moins, eh bien, il suffit de faire 0,38 plus ça, 0,38 moins ça, et ça nous donne notre intervalle. Donc, l'intervalle dans lequel on peut prélever, donc intervalle de prélèvement, eh bien ça fait 0,3762, si je ne me trompe pas, et puis 0,3838. Donc si on veut prélever 0,38 g à plus ou moins 1%, lorsqu'on va à la balance, on sait qu'il faut tomber dans cet intervalle-là. Et ça, c'est bien de le faire avant la manip. Comme ça, vous arrivez à la balance et vous savez que dès que vous avez dépassé cette valeur-là, eh bien c'est bon, vous êtes dans l'intervalle, vous pouvez noter la masse et puis vous pouvez repartir à votre place. Parce que si vous ne faites pas ça, vous allez prélever à peu près 0,38, vous allez penser que vous êtes proche, sauf que, par exemple ici, la valeur que je vous donne, eh bien j'ai prélevé 0,3852, donc j'ai l'impression d'être proche, mais en fait 0,3852, est-ce que je suis dans l'intervalle? Non, je suis à côté, ce qui veut dire que j'ai dépassé la limite de 1%. Donc il faut faire ça à l'avance avant votre prélèvement pour éviter de perdre du temps. Exercice 5. Exercice 5, donc diapo suivante, c'est la diapo 24.
Cette fois-ci, on parle d'un écart relatif, mais pas un écart relatif d'une valeur expérimentale par rapport à une valeur juste. On parle d'un écart relatif entre deux valeurs expérimentales. Et puisqu'il y a deux valeurs expérimentales, il n'y a pas de raison que l'une soit plus juste que l'autre. Donc il n'y a pas de raison qu'on compare par rapport à une des valeurs en particulier. C'est pour ça que l'écart relatif ici, si vous regardez la relation qui est dans le cours, eh bien c'est la différence entre les deux valeurs expérimentales, en valeur absolue par exemple, divisé par la valeur moyenne. C'est ce que vous allez être amené à faire toujours en chimie quand vous allez faire des dosages. Quand vous allez faire un dosage colorimétrique, en général, vous verrez que les dosages colorimétriques, on les fait toujours 2 fois. Mais il faut que les deux dosages soient fidèles. Fidèles, ça veut dire que les deux valeurs soient très proches l'une de l'autre. Parce que si on a deux valeurs qui sont éloignées l'une de l'autre, ça veut dire que possiblement on en a loupé un des deux. On en a loupé un des deux, voire même les deux. Donc, il faut refaire une troisième fois pour pouvoir comparer. Exercice 5. On a fait un dosage pour déterminer la concentration d'une solution. On fait 2 fois le même dosage. Et lors du premier dosage, on a trouvé 0,206 mol par litre. Et puis lors du deuxième, 0,192 mol par litre. Est-ce que nos résultats sont fidèles? Dans ce type de manip, avec une burette comme on les utilise, on peut très facilement avoir deux valeurs expérimentales qui ont un écart inférieur à 1%. Donc c'est ce que je vous dis dans l'encart qui est ici. Inférieur à 1%, c'est bon. Entre 1 et 3, c'est pas mal, c'est acceptable, mais c'est moyen. Au-delà de 3, c'est pas bon. Est-ce que ces deux concentrations C1 et C2, d'ailleurs j'ai fait une faute de frappe dans mon poly, je vois, c'est C1 0,206 et C2 0,192. Est-ce que ces deux valeurs expérimentales ont un écart relatif qui est acceptable? Ben, il suffit de faire le calcul. Alors, si vous faites le calcul, donc ça fait 0,206 moins 0,192 sur 0,206 plus 0,192 sur 2. Et puis on peut faire fois ça pour avoir un pourcentage. Et si vous faites ce calcul, combien j'ai trouvé? J'ai trouvé 7%. 7%, est-ce que c'est bon? Non, c'est pas bon. C'est pas bon parce qu'on est bien au-delà de 3%. Pourtant, quand on regarde les valeurs, on se dit ouais, c'est bon, on n'est pas loin. En fait, là, les deux valeurs sont quand même à 7% en écart relatif. Et donc, si ce problème vous arrive en TP, ça veut dire que, sans qu'on vous le dise, il faut que vous vous rendiez compte que 7% c'est pas bon, donc il faut refaire une troisième fois le dosage, jusqu'à avoir deux valeurs qui ont des écarts relatifs qui sont inférieurs à 3% pour que ce soit acceptable, et même le mieux c'est inférieur à 1%. C'est 1%, 3%, je crois que je l'avais dit en cours mais je le répète, ne prenez pas ça comme une généralité. C'est vrai dans cette manip-là avec une burette, mais dans d'autres manips qui n'ont rien à voir, ces écarts relatifs, ils peuvent avoir des valeurs qui sont complètement différentes. Voilà, donc ne faites pas de généralité sur ce 1%. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous restait comme exercice? Alors le 6, on l'avait fait. Il nous restait le 7. Le 7 qui était à la diapo 27. Alors le 7, c'est sur l'incertitude relative. Le plus ou moins quelque chose, c'est ce qu'on appelle l'incertitude absolue. Mais l'incertitude absolue toute seule ne nous donne pas d'indication. Le plus ou moins quelque chose, si on veut avoir une indication sur en fait, la justesse, il faut le comparer à la valeur. C'est ce que fait l'incertitude relative, puisque l'incertitude relative, c'est l'incertitude absolue divisée, puisque c'est relatif, divisé par la valeur, et puis fois 100 si on veut un pourcentage. Exemple ici à l'exercice 7, le résultat de la mesure de la masse volumique de l'eau de mer est le suivant, vous avez la valeur. Il faut le comparer au résultat à l'exercice 6, donc ça on l'avait fait en TD, afin de savoir des deux mesures, quelle est celle qui a un écart relatif le plus faible et donc quelle est la plus juste. Alors ici, eh bien, si on fait ce calcul, donc l'exercice 7,
Si on fait le calcul pour l'eau de l'océan Atlantique, on avait trouvé de mémoire une incertitude absolue de 22 grammes par litre sur combien? Sur une valeur qui valait 1019. Et puis fois ça. Ici on fait ce calcul, combien j'ai trouvé? J'ai trouvé 2,2%. Si on fait maintenant le même calcul avec l'eau de la mer Morte, qui est beaucoup plus salée, on trouve donc 24 sur 1230 ou 0,024 sur 1,230 en fonction de l'unité que l'on prend. Et là, qu'est-ce que j'ai trouvé? 2,0. Ce qui veut dire que le résultat le plus juste, c'est celui-là. Hop là. Et ici, on voit l'intérêt de regarder l'incertitude relative, parce que si on se contente de regarder l'incertitude absolue, vous voyez que l'incertitude absolue ici sur ce résultat, c'est 22, ici c'est 24. L'incertitude absolue ici, elle est plus faible que là. Donc on aurait dans un premier temps tendance à dire, oh ben ici l'incertitude absolue elle est plus faible, donc c'est ce résultat qui est meilleur. Non, parce que si on compare les valeurs absolues à la valeur, eh bien on voit qu'en fait c'est mieux ici. Et enfin, il restait, ah oui, l'exercice 8. Dernier exercice qu'il nous reste à faire, le 8 sur l'estimation d'une incertitude. Alors, estimation d'une incertitude, ici, je vous disais dans cette diapo 28 qu'un appareil de mesure nous dit à plus ou moins combien il mesure. Parfois, on peut avoir, ça va être le cas par exemple avec des thermomètres, une mesure qui n'est pas stable et on peut avoir une mesure qui varie sur un appareil. Pourtant, il faut absolument, si on a besoin de cette mesure ensuite pour un calcul, il faut prendre une valeur. On ne peut pas faire le calcul pour plusieurs mesures et puis raisonner comme ça. Quand c'est le cas, on a ce qu'on appelle une méthode qui est la méthode des extrêmes. La méthode des extrêmes dit que, eh bien, comme valeur, on va prendre la moyenne sur l'intervalle sur lequel varie la valeur, et puis, comme incertitude, on va prendre la différence entre la valeur max et la valeur minimale, divisée par 2. Donc, qu'est-ce que ça nous donne ici? Nous avons un thermomètre qui mesure par exemple la température d'une solution, et sa température affichée varie entre 20,3 et 20,6. Ce qui veut dire que comme valeur de température, on va prendre la moyenne, donc 20,3 plus 20,6 sur 2, ça fait 20,45 degrés. Mais ici, il faut réfléchir un peu, on ne peut pas garder 20,45 parce qu'ici on a un thermomètre qui visiblement ne nous donne dans sa mesure qu'un seul chiffre après la virgule. En fait, ça fait 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3. Donc si on a un appareil qui ne nous donne qu'un seul chiffre après la virgule, nous on n'a pas le droit de prendre au final une mesure pour laquelle on a deux chiffres après la virgule, donc on est obligé d'arrondir. Alors ici, eh bien, on peut arrondir par exemple à 1,5 degrés. Comme on est à 45, on peut choisir d'arrondir au-dessus à 5 ou en dessous à 4. Donc là c'est vous qui voyez. Moi je me suis fixé une règle personnelle qui est que quand je suis comme ça, eh bien j'arrondis toujours au-dessus. Comme ça je fais toujours la même chose. Bon, 1,5. L'incertitude, eh bien ici on fait la différence, 20,6 moins 20,3 sur 2, ce qui fait 0,15. Même raisonnement, on ne peut pas garder 0,15, on ne peut pas garder deux chiffres après la virgule. Et alors ici, comme je vous ai dit que les incertitudes absolues on les majore, là on n'a pas le choix. Forcément on prend au-dessus. Ce qui veut dire que au final, ce que l'on peut récupérer comme valeur de la température,
eh bien c'est 20,5 plus ou moins 0,2 degrés. Et si on fait ça, vous voyez que 20,5 moins 0,2, ça fait 20,3. Donc le 20,3 il est pris. 20,5 plus 0,2, ça fait 20,7. Donc le 20,6 il est aussi dans l'intervalle. Donc on a le droit de prendre ça. Et alors, petite réflexion au-delà. Si j'avais à faire ça, je me poserais comme question, le 20,3 ici, quand le thermomètre affiche 20,3, visiblement c'est pas très précis, mais peut-être que la valeur vraie, c'est 20,29. On est un peu en dessous. Est-ce qu'on est sûr, ou est-ce qu'il y a de bonnes chances de penser que éventuellement la valeur vraie de la température elle est un peu en dessous de l'intervalle? C'est possible. Donc, si on réfléchit comme ça, on a même le droit de prendre ici 0,3. Et d'ailleurs, moi, c'est ce que je ferais. Si je devais avoir un résultat comme ça à écrire, je prendrais plutôt 20,5 plus ou moins 0,3. Donc, comme je vous l'ai expliqué, ça veut dire qu'on augmente un petit peu l'intervalle de confiance. Donc, on perd un peu en justesse. Mais au moins, si on veut interpréter nos incertitudes de mesure, on est sûr on a de grandes chances que la valeur vraie soit dans l'intervalle. En tout cas, il y a plus de chances que ce soit là que là. Et entre 0,2 et 0,3, on ne perd pas beaucoup en fait en justesse. Voilà pour ces exercices qu'on n'avait pas eu le temps de corriger en TD. Et donc maintenant, eh bien, si vous voulez, vous pouvez recopier tout ça. Et vous en avez une correction propre.